pour la réhabilitation de Baraka. C'était un travail qui a été fait par le ministre et son équipe vraiment excellente. Et je suis très heureux que le chef de l'État, avec le ministre Sarr, son équipe, le gouvernement du Sénégal et la You Fondation vont achever ce grand projet de Baraka pour la réhabilitation et nous serons tous heureux que ce projet a pu être établi au Sénégal. Je voudrais aussi remercier les architectes allemands qui sont dans ma délégation, qui sont venus avec moi, et aussi les 2 médecins qui sont venus de l'Allemagne, que tous ensemble, on a fait un grand travail dans ces jours-là. Et à la fin de cette délégation encore, aujourd'hui, nous avons inauguré une maternelle à Wakam, et c'était vraiment un grand plaisir pour nous tous de voir cette maternelle et garderie des enfants pour les femmes qui travaillent, qui peuvent effectivement mettre les enfants aux soins dans cette maternelle. À ce stade du journal, nous prenons la direction pour Touba, la ville sainte qui a commémoré aujourd'hui le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Je vais sans plus tarder retrouver Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Bonsoir Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Alors, que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui dans le cadre de cette commémoration de l'exil de votre homonyme, bien sûr? Voilà, merci Baldé, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue ici à Touba, dans la ville sainte où nous vous parlons, où l'on a commémoré ce matin, comme vous le voyez, le départ, le 18 Safar, marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. C'était la matinée du Yor-Yor, durant laquelle les fidèles ont accompli leur ziara, effectué des prières et se recueillir devant le mausolée de Cheikhoul Khadim. La matinée du Yor-Yor, c'est un acte de dévotion et une démarche de foi du talibé mouride. La matinée d'aujourd'hui, avec une influence humaine visible depuis ce matin de 9h à 11h, avec ces images que vous découvrez à l'instant même, avec une foule immense qui a pris la mosquée d'assaut tôt le matin, de 6h du matin, et à partir de 9h où l'on a commencé à commémorer ce 18 Safar. Alors, des images de votre télévision nationale. C'est en 1917 à Diourbel que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul avait fait appel à Serigne Amsatou Diakhaté pour célébrer le premier Magal ici à Touba. Et c'est avec l'arrivée de Serigne Fallou Mbacké qui a demandé aux fidèles de le célébrer ici. Donc 99 ans de Magal jusqu'à ce jour. Avec une foule, une ambiance des jours du Magal. Il est actuel avec les images que vous découvrez avec le drone de la RTS qui a survolé la grande mosquée de Touba sous ses différentes facettes, des images qu'on ne vous a jamais montrées. Donc que vous voyez sur ces images avec la grande mosquée prise sous ses différents angles pour vous montrer en tout cas l'ampleur de la marée humaine qui existe ici à la ville sainte de Touba où depuis ce matin donc les fidèles se sont recueillis devant le mausolée de Cheikh Al Khadim, effectuer des ziyaras et effectuer des prières. Voilà Oumou Baldé, ce qu'on peut noter à l'instant où nous vous parlons. Il y a toujours de l'ambiance derrière nous. Vous savez, les fidèles, les talibés continuent encore à venir ici au niveau de la grande mosquée accomplir leurs prières, leurs ziyaras. Donc la ferveur religieuse est toujours de mise ici à Touba, Oumou Baldé, avec ces images du drone de la RTS, votre télévision nationale, des images prises donc sous ces différents angles, sous ces différentes facettes que vous découvrez à l'instant. Oumou Baldé, c'est ce qui règne ici à Touba Mbacké où on va vous retrouver plus tard en cours de journal. Voilà, merci à vous, cher Ahmadou Bamba Gueye. Comme vous l'avez dit, on vous retrouvera un peu plus tard pour nous dérouler le journal du Magal, que je rappelle, l'événement est donc célébré ce samedi. Merci à vous donc, à plus tard. Alors nous prenons tout de suite la direction pour New York où le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la résolution 2320 portant renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies. Ainsi, les institutions mutualisent davantage leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires. Le Sénégal, qui dirige ce conseil, a exprimé sa gratitude. Nous retrouvons notre envoyé spécial Khalisek. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution du Conseil de sécurité 2320-2016. L'usage diplomatique aura été bien respecté avec ce projet de résolution voté à l'unanimité.
Avant cette étape finale, il a fallu un long processus de concertation, de dialogue et de négociations intenses entre membres du Conseil de sécurité pour rapprocher les positions et lever toute ambiguïté. Travail des membres du Conseil, mais aussi des 4 briefeurs suivis avec une attention toute particulière sur les informations qu'ils ont très généreusement partagées avec le Conseil. Ainsi, avec ce vote, Union africaine et Nations unies décident de travailler la main dans la main pour faire face aux défis sécuritaires mondiaux, mais aussi africains. Et le Sénégal, qui a mis cette question au cœur de l'agenda de sa présidence, ne pouvait que s'en féliciter. Vous savez, cette résolution découle d'un engagement fort des chefs d'État africains, engagement réitéré lors du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Kigali en juillet 2016, de financer à concurrence de 25% le coût des opérations de maintien de la paix que l'Union africaine déploie d'ici à 2020. C'est un engagement très fort et puissant qui a été réaffirmé dans la résolution, et je pense bien que les Nations unies également se félicitent de cet engagement, parce que les opérations de maintien de la paix coûtent extrêmement cher. L'essentiel des opérations, en tout cas les plus importantes, sont déployées sur le continent africain et surtout en terrain francophone. Vous avez 9 des 16 opérations déployées par les Nations unies qui le sont sur le territoire africain et qui englobent plus de 80% personnel en uniforme et près de 80% également des ressources approuvées. Donc c'est extrêmement significatif que le Conseil puisse adopter cette résolution qui encourage justement l'Union africaine et les pays africains à continuer à travailler pour une meilleure planification des opérations. Donc, encore une fois, me féliciter de cette résolution et surtout féliciter particulièrement la mission permanente du Sénégal dirigée par l'ambassadeur Forest qui a mené de main de maître les négociations qui ont abouti à cette adoption unanime. L'ONU et l'Union africaine l'ont donc parfaitement compris. Les défis sécuritaires interpellent l'humanité tout entière et requièrent une gestion concertée. Et cette résolution a été une éloquente illustration de cette synergie d'action. Pour sa 5e et dernière visite officielle en Casamance, l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence James Zumwalt, s'est rendu dans les chantiers entrepris par l'USAID dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. Il a aussi inauguré une piste de production à Samine. L'USAID accompagne l'État du Sénégal dans beaucoup de domaines tels que le processus de paix, l'éducation et la santé. Les précisions de Kaltoum Gueye. Pour sa 5e et dernière visite officielle en Casamance, l'ambassadeur des États-Unis s'est rendu à Kafountine, à Oussouye et à Samine dans la région de Sédhiou. Ici, James Zumwalt a procédé à l'inauguration d'une piste de production, une infrastructure qui va désenclaver la zone et permettre le développement économique. Il l'a baptisé le chemin de la paix. Des personnes issues de plusieurs communautés se sont unies pour bâtir cette route. Chacune des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied ici reflétait la grande diversité de la Casamance. Toutes ces personnes ont travaillé en harmonie à la rénovation d'une route fiable permettant de relier leur communauté. Après avoir aussi bien accompli leurs tâches, ces mêmes personnes continueront à voyager sur le chemin de la paix. Cette réhabilitation a pour synonyme l'écoulement facile de nos produits, la circulation facile, bref, le désenclavement de la zone. Après Samine, direction Ziguinchor dans les locaux du GIE Santayala, une association qui regroupe des centaines de femmes de la région. Ici, il a pu voir les réalisations et le travail que ces femmes actrices de développement font dans la région. Autre temps fort, cette visite de l'usine de transformation de la mangue à Kataba. Sur place, il a pu constater le travail considérable de ces jeunes. Ces derniers apprécient. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir dans la mesure où si son Excellence prend son temps pour venir nous visiter, ça ne peut nous que donner de l'espoir et aussi également, comme j'ai expliqué, du courage pour aller de l'avant. Et nous espérons du côté des États-Unis, par le biais de l'ambassadeur,
qu'il va y avoir, déjà il y a un Américain qui est dans le projet, mais il va y avoir plus de soutien et d'accompagnement pour faire de ce projet Les Saveurs du Sud une des plus performantes, sinon la meilleure, la plus performante au Sénégal, dans son secteur d'activité. Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui, de regarder cette usine qui est très importante et je pense que c'est un bon exemple de l'impact positif de l'investissement à créer les emplois. Un face-à-face avec la presse était également au programme. L'ambassadeur est revenu sur l'intervention des États-Unis au Sénégal, ses missions et sur la situation économique et sociale du pays. Partout où il est passé, un accueil chaleureux lui a été réservé. Un accueil qui reflète le sentiment des populations. Entre la kora et la musique liturgique, le compagnonnage dure depuis 1964. Le symbole vivant de cette œuvre originale, le frère Dominique Kata, le moine âgé de 90 ans aujourd'hui, est un des fondateurs de l'abbaye de Keur Moussa. Frère Kata a été décoré patrimoine vivant par le ministère de la Culture. Les temps forts avec Philomène Constance Diagne. Elle est la vedette du chœur de Keur Moussa. Grâce à elle, ces religieux prient en toute quiétude. La kora, car c'est d'elle dont il s'agit, l'instrument a valu le prix de patrimoine vivant à frère Dominique Kata. Avec beaucoup de joie, je reconnais, d'émerveillement même, parce que je m'y attendais absolument pas. D'autant plus que, pour dire la vérité, mon mérite, c'est d'avoir découvert la kora en l'écoutant sur la radio, de m'être investi pendant 10 ans dans la kora traditionnelle, mais à partir de 1972, c'est un autre frère qui a commencé les travaux. À 90 ans, ce moine a sacrifié plus de la moitié de sa vie à œuvrer pour la musique liturgique. Avec ses pairs, ils ont fait voyager les notes de la kora par-delà les frontières, dans les églises et même lors des concerts de chorale. Moi, je suis simplement spectateur. Et j'ai de l'arthrite dans les doigts, donc je ne peux plus jouer la kora. Il y a un temps pour tout, un temps pour jouer à la kora, un temps pour l'écouter. Et un temps pour remercier Dieu de tout ce qu'il a fait avec mes frères sénégalais, qui sont travailleurs, ingénieux, et voilà. Mais c'était une très belle collaboration des anciens et des jeunes. Si on vient pour manger et sans rien donner aux autres, ça ne va pas. Donnant, recevoir. On s'est encore parlé de cela. Donc nous sommes fiers que providentiellement, Dieu nous a utilisés pour que justement l'Afrique puisse apporter quelque chose au niveau du concert mondial. Voilà. Distingué patrimoine vivant par les autorités culturelles, le frère Dominique Kata a ajouté ses notes au patrimoine musical national. J'ai décidé de construire l'École nationale des arts et métiers de la culture. Je crois que dans le volet à la fois formation et métier de la culture, nous pourrions voir avec le monastère de Keur Moussa comment une section spéciale organiser la formation. Et je crois que je vais me rapprocher également de mon collègue du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, parce que c'est là quand même quelque chose d'extrêmement important. Quand on voit tout le système de transformation de la kora avec vraiment tout au début et la kora moderne, je pense qu'il y a là un marché extrêmement important. Et à l'école des arts également, coopérer avec le monastère pour que nous arrivions à faire en sorte que nos élèves dans la section musique puissent utiliser cet instrument. Des perspectives sont nées de cette décoration. En attendant de les réaliser, l'abbaye de Keur Moussa prie pour rendre grâce au Dieu créateur par qui tout a été possible. Nous restons avec les religieux. Monseigneur Benjamin Ndiaye a ordonné à Popenguine 2 nouveaux prêtres. Les missionnaires sont ainsi appelés à évangéliser et permettre aux fidèles de vivre pleinement leur spiritualité. Il faut noter que l'Église a encore besoin de prêtres, une réalité que l'archevêque a rappelée lors de la cérémonie qui s'est tenue dans un contexte d'année de miséricorde. Jeanne Dior.
Deux nouveaux religieux rejoignent l'ordre des prêtres après 8 années de formation. Les deux ex-diacres, Abbé Louis Samba Diouf et Abbé Félix Diogaye Faye, sont pleinement dans le champ pastoral et peuvent célébrer l'Eucharistie. Le chemin a été long avant de recevoir le sacrement de l'ordre, mais ces prêtres sont conscients que le temps de la mission est beaucoup plus long. Déjà que tout n'est pas acquis, donc il y a encore un chemin à faire. Notre mission sacerdotale, c'est avant tout le service, servir Dieu et servir nos frères. Prêtre est d'abord quelqu'un qui est appelé à faire rayonner la miséricorde de Dieu. Donc par la grâce de Dieu, je vais vivre cette miséricorde intérieurement et la partager avec les autres. Ils seront envoyés dans les paroisses pour exercer leur sacerdoce apostolique. Les deux nouveaux ordonnés viennent s'ajouter à la liste des prêtres qui est, selon l'archevêque de Dakar, insuffisante par rapport à la demande spirituelle. Et dans l'archidiocèse de Dakar, cette demande-là, je la sens fortement au niveau de la banlieue dakaroise. Et quand je vois ce qui se passe à Tivaouane-Peulh, la cité gendarmerie, à Sangalkam, à Bambilor, à Kounoun, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire. Sans compter alors toute notre zone rurale où il faut encore ouvrir de nouvelles paroisses. Monseigneur Benjamin Ndiaye de rappeler la mission d'évangélisation du prêtre, surtout celle de ces nouveaux qui se sont engagés en cette année du jubilaire. Parce que la miséricorde, elle est au fond là, comme en fond de la vie chrétienne et de la vie religieuse, même parce que le pape, dans son message, insiste pour dire que la miséricorde, c'est un fond commun qui nous unit entre chrétiens, musulmans et juifs. Et donc, des prêtres qui sont ordonnés dans le cadre de cette année de la miséricorde, je crois qu'ils ont un bon signal là pour être des artisans de la miséricorde, en étant attentifs aux plus petits, aux plus pauvres. Puis il y a beaucoup de détresse. Parfois, des gens ont même des moyens de vivre, mais ils portent une détresse humaine, spirituelle, à laquelle il faut essayer de répondre aussi. Donc le prêtre doit être attentif à toutes ces détresses-là. Parents, proches et membres des paroisses de Nguéniène, Palmarin et autres communautés de la Petite Côte ont manifesté leur joie de communier avec ces religieux. Ils sont aussi appelés à les soutenir dans leur mission sacerdotale. L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance déroule un nouveau programme dénommé Genre et santé en milieu scolaire. C'est ce qu'a révélé la directrice générale Aminata Angélique Manga en marge de la remise de kits scolaires aux 100 meilleures fiches du CM Malick Fall. Les précisions de Moussa Mané. Elles sont au nombre de 100 élèves à être distingués de la 6e à la 3e, toutes du CM Malick Fall. Des filles dont leur moyenne annuelle varie entre 18,50 et 12/20, suffisant donc pour les récompenser. L'initiative est de la directrice générale de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Cette action entre dans le cadre de l'appel du chef de l'État Macky Sall pour le maintien des filles à l'école. Pour cela, il faut prendre des initiatives courageuses comme celle-ci. Aujourd'hui, avec les instructions du chef de l'État, il faudrait que nous magnifions le retour aux valeurs cardinales de l'école de base, de l'école sénégalaise, de l'école publique sénégalaise. Et en tant que fille de cette région, je suis venue vous encourager, vous exhorter davantage au travail, à l'abnégation, à la rigueur. On ne peut pas relancer les activités économiques et sociales en Casamance sans les filles de cette région que vous êtes. Il nous faudra de bonnes ressources humaines, des ressources humaines qualifiées, des ressources humaines de qualité pour reconstruire notre région et au-delà de notre région, reconstruire le Sénégal tout entier qui est notre patrie, qui est notre pays. La visite est certes sobre, mais elle est pleine de symboles puisque Aminata Angélique Manga revient en pèlerinage ici au CM Malick Fall. Un retour au royaume d'enfance où elle a passé une partie de son cursus scolaire. Occasion saisie par le corps enseignant pour plaider la cause de l'école. Le directeur de la NAP soit notre ambassadeur, qu'elle soit notre interprète, notre avocat auprès des autorités, auprès des institutions et aussi de ces relations qui nous permettront peut-être d'améliorer un pan des difficultés que nous avons. Apporter le plaidoyer, mais dans le cadre de nos activités, nous verrons dans quelles composantes appuyer une école peut être prise en compte et ce faisant, quand l'occasion se présente là et que les moyens seront à notre disposition, nous viendrons appuyer notre établissement
Parce qu'effectivement, c'est un... Considéré comme un des premiers collèges d'enseignement moyen dans la commune, l'établissement a besoin d'un nouveau souffle. Les bonnes volontés sont les bienvenues. La directrice générale de l'ANRAC n'est pas à sa première. Elle soutient régulièrement les élèves à travers son action ICANA. Place à la rubrique rétroviseur qui s'intéresse aujourd'hui à Doudou Diène, un grand monsieur de la radio qui a marqué ses médiums jusqu'à être surnommé l'homme du trésor au début des années 80. Que reste-t-il de sa carrière de journaliste, métier pour lequel il opte? Après avoir été professeur d'espagnol, 5 ans de présence à la radio auront suffi pour faire retenir son nom, un passage qui reste toujours dans les mémoires. Seydina Alioune Digo. Quand on a devant soi Doudou Diène, on est facilement séduit par l'être pluridimensionnel. Il y a la personnalité du Saint-Lusien, ancrée dans les valeurs de la ville tricentenaire. Il y a la pédagogie du professeur d'espagnol, mais aussi la psychologie et la méthode du journaliste, sans oublier l'affabilité du diplomate, autant de fonctions qu'il a exercées. J'ai eu à apprendre quelque chose et je crois que j'ai beaucoup aimé le journalisme en fait. J'ai beaucoup aimé le journalisme parce que ça m'a permis de voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, d'être au contact de beaucoup de gens. Et je crois que c'est le contact humain, le commerce humain qui enrichit davantage l'individu et qui permet d'enrichir le cerveau et qui permet d'enrichir l'individu en lui-même parce que les rapports humains, il n'y a rien de tel dans la vie. Le métier de journaliste, il l'embrasse concrètement en 1980 après avoir flirté avec dans les années 70 en tant que collaborateur du journal Le Soleil, puis en tant que coopérant au Gabon. De retour au Sénégal, Doudou Diène quitte l'éducation nationale pour Radio Sénégal grâce à son ami d'enfance, Abdoulaye Diaw, lors de la visite officielle du roi d'Espagne, Juan Carlos. Et c'est Abdoulaye Diaw qui a dit à Sidé El Arbi, qui était le rédacteur en chef, j'ai un ami qui est professeur d'espagnol, qui est journaliste, qui revient du Gabon. Si vous voulez, il pourra venir participer à la retransmission en direct de l'arrivée du roi Juan Carlos. Et c'est ainsi, bon, en résumé, que je suis entré à Radio Sénégal et que j'ai commencé à faire du sport. Après le sport, le journal Parler, là où Doudou Diène imprime sa marque en tant que présentateur. À l'informatif, il ajoute l'incitatif, franchissant des barrières que d'aucuns jugeaient infranchissables, comme ce jour de 1er avril 1983. Presque 2 mois se sont passés après l'élection présidentielle. Le président Abdou Diouf n'a pas composé son gouvernement. Doudou Diène et Mansour Sow, en entrant au studio pour le journal, s'apprêtent à faire quelque chose d'inédit. Doudou, tout est prêt. Comment se présente la situation en ce moment au Palais de la République? Exactement, Mansour. Je suis en train d'entrer dans le bureau du président de la République et voilà, je suis assis devant le président de la République. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous avoir reçus. Mais Monsieur le Président, nous n'allons pas traîner. Je voudrais vous poser la première question qui intéresse tous les Sénégalais. Pourquoi vous avez tardé à communiquer la liste des membres du gouvernement? Et est-ce qu'on peut connaître la liste des membres du gouvernement sénégalais? Mansour, je suis désolé auprès des auditeurs, je ne suis pas à la présidence de la République, je suis bel et bien dans ce studio et c'était un poisson d'avril. Et le président de la République, Abdou Diouf, précisément, est tombé dans le piège. Il me l'a dit par la suite, 1 an après, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, vous aviez fait votre mise en scène de telle manière que finalement, moi je suis tombé dans le piège. Je me suis dit, mais où est Doudou Diène dans mon bureau et jusqu'où il peut aller ce garçon-là? Bon, mais finalement, le directeur de la radio et le rédacteur en chef ont vu que du côté du pouvoir, personne n'a bougé, on a bien pris la chose. Et finalement, on ne nous a rien dit. Et ça a plu, mais c'était une audace. Ça, je vous assure que c'était une audace. À cette époque-là, personne n'osait faire des choses de ce genre-là. Doudou Diène, c'est donc un style, mais un profond respect des règles de la langue française. Celui qui laisse le micro pour une carrière de diplomate en 1985 a un regard critique sur ses devanciers. Je ne parle pas de tout ça, je suis très précis. Je connais des confrères qui sont merveilleux. Quand je les écoute, c'est avec plaisir. Mais je vois que la profession est infestée, je dis bien infestée, de certains jeunes journalistes qui, à mon avis, sont partis de zéro avec un billet aller-retour.
Parole d'un sage qui ne manque pas de s'adresser aux Sénégalais en témoigne sa production littéraire sortie en 2008. C'est depuis son Saint-Louis natal qu'il vit sa retraite, seulement en tant que diplomate, car s'agissant de la profession de journaliste, on l'est pour toujours. fab micro bi dandal ka ne ba mu xaw ma sore tuuti pour bu ma dee wax ñu foog ne maa nga présidence. Voilà pour la rubrique rétroviseur. Il revient samedi prochain. Alors nous allons retourner à Touba, retrouver nos envoyés spéciaux pour nous dérouler le journal du Magal. Cher Ahmadou Bamba Gueye, rebonsoir. Rebonsoir Oumou Baldé, ravi de vous retrouver encore une fois ici devant la grande mosquée de Touba où on note encore une marée humaine dans les différentes artères de la ville sainte de Touba. C'est encore la marée humaine qu'il y a ici qu'on peut observer partout dans la ville sainte de Touba. Le Magal 2016 a vécu dans la ferveur religieuse. Des millions de talibés mourides ont assisté à la célébration du départ en exil de Cheikhoul Khadim entre 9h et 11h, l'heure à laquelle s'effectue la commémoration du départ du Saint-Homme. Entre prière et recueillement, Ousmane Gari Faye. C'est dans la ferveur révérentielle et la réjouissance que Touba a célébré le départ en exil de Cheikhoul Khadim. Satisfait et également très réconforté d'avoir accompli encore une fois le Magal cette année. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et à Serigne Touba. Chaque année, le Magal augmente en nombre. Il y a de plus en plus de fidèles et ça, nous le devons à Serigne Touba. Ce Magal restera pour l'histoire comme l'un des plus beaux que nous ayons effectués. Nous avons prié pour tout le peuple sénégalais. 122 ans que le guide prenait congé des siens pour s'engager dans la voie d'Allah. Un sacrifice ultime dont la rétribution est allée crescendo au fil du siècle. Et pour ce samedi de 18 Safar, même s'il est difficile d'établir un contre exact, force est de constater qu'ils étaient des millions à avoir allié la ville tout le long de la semaine. Rendre grâce à Serigne Touba, je viens de Thiès pour participer à cet événement exceptionnel pour la communauté. Nous avons prié pour nos familles et pour le pays. Il a travaillé pour toute l'humanité, d'Afrique aux Amériques en passant par l'Europe. Puisse Allah nous guider derrière lui. Une affluence des grands jours sur fond de récital de Coran, de Rasaïd, de Zikr, mais surtout de Ziar dans les différents mausolées des fils du Saint-Homme. Touba a ainsi mis les petits plats dans les grands religieusement sentants sous la conduite éclairée du Khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, à qui le chef de l'État a rendu une visite de courtoisie. Venu convoiter grâce et prières du Saint-Homme, il était porteur d'importants projets de développement pour la ville, un hôpital ultramoderne ainsi qu'une plateforme de gestion intégrée des ordures, de quoi fouetter l'ardeur des fidèles qui sont repartis comme ils étaient venus, dans la joie et l'allégresse. Voilà, merci beaucoup Ousmane Ngari Faye. Et puis pour bien assurer la sécurité des personnes et des biens, la gendarmerie nationale a mobilisé des moyens humains et matériels importants avec à la clé de nouvelles technologies de surveillance. Pabouna Tchao. En plus des ressources humaines estimées à plus de 1000 agents, la gendarmerie nationale a mobilisé de gros moyens pour la couverture sécuritaire de l'édition 2016 du Grand Magal de Touba. L'innovation de cette année, les drones de surveillance pour appuyer les unités au sol et transmettre les informations en temps réel. Ces appareils sont très importants dans la mesure où ils nous permettent de contrôler la fluidité sur les itinéraires, surtout la RN3 qui est l'axe majeur pour ceux qui veulent aller à Touba. Ces appareils aussi nous permettent d'avoir en temps réel quel est l'état de la circulation et nous facilitent aussi l'escorte de certaines autorités. Les unités ont été déployées depuis le 16 novembre pour le contrôle des axes routiers et des voies ferrées. À la date du 18 novembre, la gendarmerie nationale a constaté 18 accidents et a occasionné 22 blessés et 3 pertes en vies humaines. Je crois que le dispositif est très bien renforcé. Et à tous les moyens mis à la disposition de l'État sont aujourd'hui mobilisés pour faire face à cet événement religieux de portée nationale et internationale. Les différentes opérations sont menées par les patrouilles au sol appuyées par la section aérienne.
Tout ce dispositif sécuritaire n'a qu'un seul objectif, la protection des fidèles et de leurs biens. Voilà, merci Pape Bounatiao. Voilà les temps forts donc, de cette journée d'aujourd'hui avec la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul avec une marée humaine ici dans les différentes artères de la ville sainte de Touba. Des personnes qui sont venues effectuer des ziyaras, des prières et se recueillir devant le mausolée du Saint-Homme pour commémorer ce jour important. Pour ce qui concerne le Magal, toujours avec ces images que vous découvrez à l'instant prises au moment où nous vous parlons, sachez que demain ce sera la cérémonie officielle. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sera représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, qui va conduire la délégation gouvernementale qui donc va venir ici faire face au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké. Donc demain, l'actualité, ce sera la cérémonie officielle avec le gouvernement qui sera représenté par le ministre de l'Intérieur qui va conduire donc bien entendu la délégation gouvernementale. Voilà Oumou Baldé, ce qu'on peut retenir ce soir en espérant revenir sur tout cela demain Inch'Allah avec la cérémonie officielle. Voilà, merci à vous, cher Ahmadou Bambagui. On vous retrouve demain avec plaisir pour les temps forts de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba édition 2016. Nous restons toujours dans le cadre de ce Magal pour vous faire lecture de ce communiqué du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui informe que le bilan à mi-parcours des accidents enregistrés durant ce Magal 2016 est déjà très lourd. 93 accidents ont fait 488 victimes, parmi lesquelles 475 blessés. 13 morts ont été enregistrés, soit presque le même nombre pour l'ensemble du Magal 2015, qui avait enregistré globalement 14 morts. Le ministre en charge du transport, Mansour Eliman Khan, partage cette douleur avec les familles éplorées et leur présente ses condoléances les plus attristées. 3 axes ont été identifiés comme étant les plus accidentogènes durant ce Magal. L'axe Thiès-Khombol, Bambey-Diourbel-Touba avec 6 morts. L'axe Kébémer-Tivaouane-Thiès avec 2 morts. L'axe Gossas-Diourbel-Mbar-Mbacké avec 2 morts. Sans oublier l'intérieur de Touba où 38 accidents, principalement des renversements de piétons, ont causé 2 pertes en vie humaine. Les causes évoquées sont la vitesse excessive avec des dérapages et pertes de contrôle du véhicule, les collisions frontales souvent provoquées par la fatigue ou la somnolence, les dépassements dangereux aggravés par le refus de certains conducteurs de céder le passage, etc. Au stade actuel des investigations, on peut d'ores et déjà remarquer que tous les accidents ont un dénominateur commun, le comportement humain face à ce véritable fléau national. Des réponses structurelles et appropriées vont être apportées. En attendant, tous les actes d'indiscipline et les comportements dangereux seront sévèrement punis par les forces de l'ordre. Le ministère chargé des transports routiers exhorte les usagers des routes sur le chemin du retour du Magal à plus de prudence, donc de patience et à respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route, en communiqué donc du ministère des Transports. Avant de refermer ce journal, cette activité du chef de l'État, le président Macky Sall a reçu cet après-midi le nouveau Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau. Les 2 personnalités sont venues rendre compte de la situation politique au chef de l'État. Le président Macky Sall, qui s'est beaucoup impliqué pour la résolution de la crise politique dans ce pays, leur a donné des conseils et orientations. Nous les écoutons au micro de Oumar Nyinga. Je suis très content d'être ici. Je suis venu rendre une visite courtoisie à son Excellence,
Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a voulu me recevoir en compagnie de monsieur le Premier ministre, que je remercie de sa présence. Nous avons échangé sur la situation de la politique de mon pays. Et aussi, j'ai pu avoir l'occasion pour informer son Excellence, monsieur le Président de la République, que depuis le 10 novembre, je suis élu président de l'Union parlementaire africaine, où j'ai demandé ses conseils, ses orientations, et je me suis disposé à être à sa disposition pour qu'il puisse quand même nous accompagner. Je vais accompagner aussi 43 parlements africains. Donc le président Macky Sall était parlementaire, donc il a beaucoup d'expérience dans ce domaine sur lequel il est disponible pour nous orienter, pour nous accompagner. Je suis nommé Premier ministre pour le Président de la République et suis d'un accord de Conakry, de CEDEAO. Et là, hier, j'ai prêté le serment. Quand j'ai pris la fonction, le Président m'a dépêché immédiatement pour venir voir son frère et ami Président Macky Sall, qui est mon grand frère, que tout le monde le sait d'ailleurs. J'ai été dans sa maison pendant 3 ans, ici à Dakar. Donc, pour le témoigner et pour le faire aussi l'évaluation de la situation qui se prévoit en Guinée-Bissau en ce moment. Donc, comme vous le savez, le président Macky Sall était investi porte-parole de Guinée-Bissau auprès des communautés internationales. Une fois qu'on a fini la crise, je suis venu le rendre compte qu'il prend aussi le relais et prendre ses conseils et en profiter aussi l'expérience de mon grand frère, monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne, avec qui on se connaît plus de 10 ans maintenant. Donc on a vécu des moments de difficultés, les moments de joie ensemble. Et c'est mon doyen, c'est mon grand frère. Donc c'est pour cela que je suis à Dakar, pour venir les témoigner, toujours m'estime, pour les tendre la main de la coopération entre les deux pays. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS. Les opérations. Encore une fois, me féliciter de cette résolution et surtout féliciter particulièrement la mission permanente du Sénégal dirigée par l'ambassadeur Forest, qui a mené de main de maître les négociations qui ont abouti à cette adoption à l'humanité. L'ONU et l'Union africaine l'ont donc parfaitement compris. Les défis sécuritaires interpellent l'humanité tout entière et requièrent une gestion concertée. Et cette résolution a été une éloquente illustration de cette synergie d'action. Pour sa 5e et dernière visite officielle en Casamance, l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence James Zumwalt, s'est rendu dans les chantiers entrepris par l'USAID dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. Il a aussi inauguré une piste de production à Samine. L'USAID accompagne l'État du Sénégal dans beaucoup de domaines tels que le processus de paix, l'éducation et la santé. Les précisions de Kaltoum Gueye. Pour sa 5e et dernière visite officielle en Casamance, l'ambassadeur des États-Unis s'est rendu à Kafountine, à Oussouye et à Samine dans la région de Sédhiou. Ici, James Zumwalt a procédé à l'inauguration d'une piste de production, une infrastructure qui va désenclaver la zone et permettre le développement économique. Il l'a baptisé le chemin de la paix. Des personnes issues de plusieurs communautés se sont unies pour bâtir cette route. Chacune des équipes qui ont travaillé d'arrache-pied ici reflétait la grande diversité de la Casamance. Toutes ces personnes ont travaillé en harmonie à la rénovation d'une route fiable permettant de relier leur communauté. Après avoir aussi bien accompli leur tâche, ces mêmes personnes continueront à voyager sur le chemin de la paix. Cette réhabilitation a pour synonyme l'écoulement facile de nos produits, la circulation facile, bref, le désenclavement de la zone. Après Samine, direction Ziguinchor dans les locaux. Une foule immense qui a pris la mosquée d'assaut tôt le matin, de 6h du matin et à partir de 9h où l'on a commencé à commémorer ce 18 Safar. Alors, des images de votre télévision nationale.
C'est en 1917 à Diourbel que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avait fait appel à Serigne Amsatou Diakhaté pour célébrer le premier Magal ici à Touba. Et c'est avec l'arrivée de Serigne Fallou Mbacké qui a demandé aux fidèles de le célébrer ici. Donc 99 ans de Magal jusqu'à ce jour. Avec une foule, une ambiance des jours du Magal. Il est actuel avec les images que vous découvrez avec le drone de la RTS qui a survolé la grande mosquée de Touba sous ses différentes facettes, des images qu'on ne vous a jamais montrées. Donc que vous voyez sur ces images avec la grande mosquée prise sous ses différents angles pour vous montrer en tout cas l'ampleur de la marée humaine qui existe ici à la ville sainte de Touba où depuis ce matin donc les fidèles se sont recueillis devant le mausolée de Cheikh Al Khadim, effectuer des ziyaras, effectuer des prières. Voilà Oumou Baldé ce qu'on peut noter à l'instant où nous vous parlons. Il y a toujours de l'ambiance derrière nous. Vous savez, les fidèles, les talibés continuent encore à venir ici au niveau de la grande mosquée accomplir leurs prières, leurs ziyaras. Donc la ferveur religieuse est toujours de mise ici à Touba, Oumou Baldé, avec ces images du drone de la RTS, votre télévision nationale, des images prises donc sous ces différents angles, sous ces différentes facettes que vous découvrez à l'instant. Oumou Baldé, c'est ce qui règne ici à Touba Mbacké où on va vous retrouver plus tard en cours de journal. Voilà, merci à vous, cher Ahmadou Bamba Dièye. Comme vous l'avez dit, on vous retrouvera un peu plus tard pour nous dérouler le journal du Magal, que je rappelle, l'événement est donc célébré ce samedi. Merci à vous donc, à plus tard. Alors nous prenons tout de suite la direction pour New York où le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité la résolution 2320 portant renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies. Ainsi, les institutions mutualisent. Pour la réhabilitation de Baraka, c'était un travail qui a été fait par le ministre et son équipe vraiment excellente. Et je suis très heureux que le chef de l'État, avec le ministre Sarr, son équipe, le gouvernement du Sénégal et la You Fondation vont achever ce grand projet de Baraka pour la réhabilitation et nous serons tous heureux que ce projet a pu être établi au Sénégal. Je voudrais aussi remercier les architectes allemands qui sont dans ma délégation, qui sont venus avec moi, et aussi les 2 médecins qui sont venus de l'Allemagne, que tous ensemble, on a fait un grand travail dans ces jours-là. Et à la fin de cette délégation encore, aujourd'hui, nous avons inauguré une maternelle à Wakam. Et c'était vraiment un grand plaisir pour nous tous de voir cette maternelle et garderie des enfants pour les femmes qui travaillent, qui peuvent effectivement mettre les enfants aux soins dans cette maternelle. À ce stade du journal, nous prenons la direction pour Touba, la ville sainte qui a commémoré aujourd'hui le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Je vais sans plus tarder retrouver Cheikh Ahmadou Bamba Dièye. Bonsoir Cheikh Ahmadou Bamba Dièye. Alors, que peut-on retenir de la journée d'aujourd'hui dans le cadre de cette commémoration de l'exil de votre homonyme, bien sûr? Voilà, merci Baldé, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde et bienvenue ici à Touba, dans la ville sainte où nous vous parlons, où l'on a commémoré ce matin, comme vous le voyez, le départ, le 18 Safar, marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. C'était la matinée du Yor-Yor, durant laquelle les fidèles ont accompli leur ziara, effectué des prières et se recueillir devant le mausolée de Cheikh Khadim. La matinée du Yor-Yor, c'est un acte de dévotion et une démarche de foi du talibé mouride. La matinée d'aujourd'hui, avec une influence humaine visible depuis ce matin de 9h à 11h, avec ces images que vous découvrez à l'instant même. Avec davantage leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires. Le Sénégal, qui dirige ce conseil, a exprimé sa gratitude. Nous retrouvons notre envoyé spécial Khalisek. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution du Conseil de sécurité 23-20-2016. L'usage diplomatique aura été bien respecté avec ce projet de résolution voté à l'unanimité. Avant cette étape finale, il a fallu un long processus de concertation, de dialogue et de négociations intenses entre membres du Conseil de sécurité pour rapprocher les positions et lever toute ambiguïté.
travail des membres du Conseil, mais aussi des 4 briefeurs suivis avec une attention toute particulière sur les informations qu'ils ont très généreusement partagées avec le Conseil. Ainsi, avec ce vote, Union africaine et Nations unies décident de travailler la main dans la main pour faire face aux défis sécuritaires mondiaux, mais aussi africains. Et le Sénégal, qui a mis cette question au cœur de l'agenda de sa présidence, ne pouvait que s'en féliciter. Vous savez, cette résolution découle d'un engagement fort des chefs d'État africains, engagement réitéré lors du dernier sommet de l'Union africaine tenu à Kigali en juillet 2016, de financer à concurrence de 25% le coût des opérations de maintien de la paix que l'Union africaine déploie d'ici à 2020. C'est un engagement très fort et puissant qui a été réaffirmé dans la résolution et je pense bien que les Nations unies également se félicitent de cet engagement parce que les opérations de maintien de la paix coûtent extrêmement cher. L'essentiel des opérations, en tout cas les plus importantes, sont déployées sur le continent africain et surtout en terrain francophone. Vous avez 9 des 16 opérations déployées par les Nations unies qui le sont sur le territoire africain et qui englobent plus de 80% personnel en uniforme et près de 80% également des ressources approuvées. Donc c'est extrêmement significatif que le Conseil puisse adopter cette résolution qui encourage justement l'Union africaine et les pays africains à continuer à travailler pour une meilleure planification. Du GIE Santayala, une association qui regroupe des centaines de femmes de la région. Ici, il a pu voir les réalisations et le travail que ces femmes actrices de développement font dans la région. Autre temps fort, cette visite de l'usine de transformation de la mangue à Kataba. Sur place, il a pu constater le travail considérable de ces jeunes. Ces derniers apprécient. Ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir dans la mesure où si son Excellence prend son temps pour venir nous visiter, ça ne peut nous que donner de l'espoir et aussi également, comme j'ai expliqué, du courage pour aller de l'avant. Et nous espérons du côté des États-Unis, par le biais de l'ambassadeur, qu'il va y avoir, déjà il y a un Américain qui est dans le projet, mais il y avoir plus de soutien et d'accompagnement pour faire de ce projet Les Saveurs du Sud une des plus performantes, sinon la meilleure, la plus performante au Sénégal, dans son secteur d'activité. Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui, de regarder cette usine qui est très importante et je pense que c'est un bon exemple de l'impact positif de l'investissement à créer les emplois. Un face-à-face avec la presse était également au programme. L'ambassadeur est revenu sur l'intervention des États-Unis au Sénégal, ses missions et sur la situation économique et sociale du pays. Partout où il est passé, un accueil chaleureux lui a été réservé. Un accueil qui reflète le sentiment des populations. Entre la kora et la musique liturgique, le compagnonnage dure depuis 1964. Le symbole vivant de cette œuvre originale, le frère Dominique Kata, le moine âgé de 90 ans aujourd'hui chez un des fondateurs de l'abbaye de Keur Moussa, frère Kata a été décoré patrimoine vivant par le ministère de la Culture. Les temps forts avec Philomène Constance Diagne. Elle est la vedette du chœur de Keur Moussa. Grâce à elle, ces religieux prient en toute quiétude. La kora, car c'est d'elle dont il s'agit, l'instrument